Bienvenue à ce nouveau web café qui est consacré aujourd'hui à un bel exemple de l'un des sujets qu'on a mis en avant dans le manifeste pour une industrie éco-responsable, à savoir la relocalisation industrielle. Euh, on va traiter d'un exemple concret, celui du baby cook de Béaba en Vendée, et plus globalement du positionnement d'Utissa. Et pour ça, on a le plaisir d'accueillir Sylvain Faure, qui est le président Bonjour. d'Utissa. Alors pour le rappel, le web café, hein, c'est 20 minutes d'intervention suivi de 10 minutes d'échange. Donc vous pourrez bien sûr poser vos questions, livrer vos témoignages. Vous avez une bulle chat, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je pourrais bien sûr aussi vous donner la parole si vous voulez vous exprimer oralement en tout cas. Je vous demande juste de couper vos micros pendant la présentation et je vais tout de suite donner la parole à Sylvain. Parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sylvain Faure, président d'ITISA, et ce que je vous propose, c'est démarrer tout de suite. J'ai prévu une intervention avec une quinzaine de slides à peu près. Et l'idée, c'est de commencer par les questions que vous vous posez peut-être ou pas ce matin. Si vous allez écouter France Inter, Dominique Seux, il parlait de l'Evergreen, donc sur la relocalisation et je dirais quelque part l'agilité qui tourne autour de la supply. Quelques questions à se poser, quelques pistes de réflexion également autour de ces sujets-là et sur les moyens à mettre en place quand je veux relocaliser une production. Et enfin, je vous parlerai du baby cook. Donc, premièrement, je vais aller assez vite pour justement essayer de tenir dans ces 20 minutes sur le pourquoi relocaliser. Pourquoi peut y avoir plein de raisons. Ça peut être des raisons, je dirais, globales externes. Je vous ai mis en haut à droite la balance commerciale historique de la France et vous voyez que c'est de moins en moins brillant et que la tendance est pas bonne. Donc on peut se dire au niveau d'un État, ce serait intéressant de mettre une politique de relocalisation pour travailler sur le déficit commercial. Donc un point de vue macro, ça peut être, je vous ai mis le petit dessin humoristique en bas pour des raisons d'image d'entreprise, pour soutenir une stratégie commerciale, une stratégie d'image. Ça peut être pour des raisons purement pragmatiques. Je vous ai mis la magnifique photo de l'Evergreen quand il n'est pas bloqué. Ça peut être pour des raisons purement économiques, je dirais temporelles. Je vous ai mis le graphe des containers, du coût d'un transport de containers de 40 pieds de l'Asie vers l'Europe ces jours-ci. Vous voyez que c'est passé de 1500 $ à 5500 $. Ça va redescendre bien sûr, mais en ce moment c'est tendu. Ou ça peut être, et on va plutôt parler de ça, l'iceberg qui est à gauche, qui est plus sur une histoire de coût complet et comment il y a le prix naturellement, il y a l'histoire de tout ce que j'appelle les frais d'approche, donc les coûts de transport, les stocks, les coûts logistiques, les douanes, les coûts administratifs, etc. Mais ça peut être aussi quand je regarde vraiment les coûts complets de mes produits, finalement, est-ce que j'aurais pas intérêt à les ramener plus près de chez moi? Voilà un petit peu quelques pistes de réflexion sur le pourquoi on peut se lancer dans des chantiers de relocalisation. Alors, qui on est pour faire ça? Parce qu'on accompagne nos clients sur ces sujets-là. Utisa, c'est 25 personnes aujourd'hui, 25 collaborateurs qui sont répartis entre Nantes, Lyon et Neuchâtel. Et on est des experts de la compétitivité, de l'efficacité opérationnelle, en travaillant sur plusieurs axes qui sont les achats, la supply, le design notamment et l'efficacité purement de production. Et on a des méthodos chez nous qui permettent de travailler soit sur des nouveaux produits à travers ce qu'on appelle le design to cost ou l'éco-carré ou le design carré to cost, j'en parlerai un petit peu après, soit carrément des projets de relocalisation où je dis, tiens, je prends un sujet, un produit qui est fabriqué en Inde, on est dessus en ce moment par exemple pour une autre région, une autre entreprise de la région, et j'essaye de la ramener en France ou en Europe et je regarde ce qu'il faut que je change sur mes produits pour que ce soit économiquement viable. On travaille pour des startups, des PME, des ETI ou des grands groupes et à l'échelle d'un projet ou d'une entreprise pour différents secteurs de clients. Je vous ai mis quelques extraits sur la droite. Ça va l'automobile, la santé, l'électronique, le bâtiment, etc. Comme je vous ai dit, stratégie industrielle, achat, supply et design, c'est les compétences sur lesquelles on s'appuie pour mener nos missions. Après cette petite page de pub, je vous propose de passer au sujet à nouveau et de revenir sur le comment ça se passe. Euh, et d'aller un petit peu dans le détail. Quand je relocalise, ça peut être quand nous, on travaille pardon, sur un chantier de relocalisation, ça peut être pour notre client. Notre client peut avoir intérêt à relocaliser, donc des intérêts qui sont tactiques,
c'est-à-dire lié à ses capacités industrielles, plus de flexibilité, etc. Ça peut être pour des intérêts de leurs clients à eux. Donc, c'est la première chose. L'intérêt de leurs clients, c'est l'image, ça va être la qualité, la traçabilité peut-être, des choses comme ça, ou être capable de personnaliser les produits plus facilement. Ça peut être un intérêt pour d'autres parties prenantes. Je pense à des investisseurs, à des banquiers, à, à d'autres organismes type l'ADEME qui ont peut-être financé en partie le projet. Ça peut être, etc., etc. Vous imaginez, il y a plein de possibilités des partenaires divers et variés. Et une question à se poser également avant de se lancer un chantier de relocalisation, c'est non seulement à qui ça bénéficie, mais quelles sont mes capacités pour le mener. C'est-à-dire ce que j'appelle les capacités stratégiques de l'entreprise. Donc voilà un petit peu les quatre grands thèmes de questions qu'il faut se poser. Puis après, je vous ai mis à droite quelques zooms sur, faut que je raisonne coût de prod réel, complet et la variabilité des coûts de prod. C'est-à-dire si je l'achète en dollars, forcément, faut que je prenne en compte le taux de change euro-dollar. Faut que je prenne en compte les coûts, ce que j'appelle les coûts de supply complet, c'est-à-dire l'ensemble de tous les coûts de transport, dédouanement, stock, management, etc qui vont faire que le prix que j'ai acheté 1 dollar, finalement, quand il arrive chez moi dans mon entrepôt en France, peut-être il m'a coûté 1,47 €. Et puis peut-être le lendemain, c'est 1,52 €. Puis peut-être qu'un autre jour, c'est 1,38 €. Mais au moins maîtriser et sa variabilité et son coût réel. L'autre question qu'il faut se poser également, c'est quoi la demande du marché? Est-ce que j'ai un marché saisonnier? Est-ce que je peux avoir des gros à-coups de demande? Est-ce que je peux prévoir facilement à l'avance? Si oui, dans ce cas-là, comment j'absorbe la flexibilité éventuelle, etc. Mais bien connaître ça pour ensuite se dire est-ce que c'est un vrai sujet ou pas? Est-ce que c'est vrai, un vrai, comment dire, un vrai besoin de travailler sur ces sujets-là pour relocaliser. Le point d'après, c'est les besoins de clients versus services complémentaires. Alors pourquoi je vous mets ça? Vous allez voir dans l'exemple du baby cook, c'est assez intéressant. C'est que des fois, on peut profiter d'un chantier de relocalisation pour proposer d'autres services supplémentaires ou d'autres ce qu'on appelle performances supplémentaires sur un produit. Ensuite, raisonner valeur engagée, valeur perçue, c'est un petit peu lié à ça. C'est-à-dire qu'il y a ce que ça me coûte aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux peut-être, si je peux rajouter 1 €, peut-être que le client final aura un avantage intéressant à travers la valeur que ça a pour lui. Et puis enfin, se poser les bonnes questions sur sa stratégie commerciale industrielle. Ce que vous allez le voir, c'est le slide d'après. Le tout, c'est de faire ça en cohérence. Les deux camemberts que je montre là, à gauche, c'est quand je fabrique, à droite, c'est quand j'achète. Quand on va commencer par la droite, quand j'achète, je dis souvent, il faut s'intéresser, bien sûr, le chez qui j'achète, ce qui est en bas à droite, le panel de fournisseurs, c'est-à-dire trouver les fournisseurs qui me correspondent. Le comment j'achète, c'est ma stratégie, mes process, mon organisation, ma façon de faire. Donc ça, je dirais, c'est la tambouille, c'est la cuisine, c'est trouver avec qui je travaille et puis comment je travaille. Mais avant ça, il y a ce qui est au-dessus, c'est ce que j'achète, c'est-à-dire quelle solution, quel produit en tant que tel j'achète. Mais la vraie question à se poser, c'est quoi mon vrai besoin? Alors, mon vrai besoin pour moi en tant que société, mais le vrai besoin de mon client également, si je vends mon produit. Et puis, c'est la même chose quand je fabrique, sauf que là, je travaille pas avec des fournisseurs, je travaille avec moi-même. Donc, c'est le vrai besoin, ce que je fabrique concrètement, avec quelles ressources et comment je m'organise. Et l'idée, c'est d'aller mettre l'argent au bon endroit et se poser les bonnes questions. Alors, pour faire ça, euh, on raisonne valeur. Donc, ça peut vous paraître bizarre peut-être qu'on raisonne valeur et pas juste coût. En fait, la valeur, c'est comment je remplis les fonctions et le besoin quelque part, pour quel niveau de performance et avec quelles ressources engagées. Et je vais aller assez vite, hein, mais en gros, quand on va parler de relocalisation, ça, c'est les méthodos qu'on utilise quand on fait du design to cost ou du design to value. Quand on relocalise, on va surtout viser, c'est là où j'ai mis les flèches à gauche, à ISO coût, augmenter les performances, augmenter la valeur pour le client. C'est-à-dire, ça peut très bien être de la flexibilité supplémentaire parce que produisant à côté à ISO coût, j'ai plus de facilité à absorber les variations de volume. Ça peut être de la personnalisation, ça peut être du service, ça peut être plein de choses. Mais l'idée, c'est j'augmente les performances de mon produit à ISO coût. Ou alors, pourquoi pas, je travaille sur une augmentation de performance malgré une petite augmentation relative des coûts. Et ça me permet d'offrir du Made in France, mais en augmentant beaucoup les performances de mon produit, donc ça vaut le coup. Ou alors, je revois complètement le produit et je me dis, je vais viser même carrément, quitte à relocaliser, réduire un peu les coûts, réduire pardon, un peu les performances, mais beaucoup les coûts en faisant quelque chose d'un petit peu disruptif. Voilà un petit peu les grands principes quand on raisonne valeur, et c'est un des outils pour relocaliser.
On peut également utiliser des méthodos complémentaires. Donc, on va zoomer après sur celle qui est en bas à gauche, qui est ce que j'appelle l'éco carré design to cost. Mais on peut aussi faire ce que j'appelle du design carré to cost. C'est-à-dire que la valeur, elle peut venir du fait que je relocalise et je vais améliorer la performance environnementale de mon produit. Mais je peux également offrir un meilleur usage, un meilleur service à mes clients par l'intermédiaire de design. Et par exemple, notamment quand on fait du design de nouveaux produits, le fait d'utiliser des designers en amont, très en amont avec Utisa, permet, dès la phase de réflexion sur l'usage de mes produits, de prendre en compte l'ensemble des contraintes et des services que je peux offrir à mon client et encore une fois de mettre les moyens, l'argent au bon endroit. Comme je disais juste avant, l'idée c'est quoi? C'est de raisonner valeur, d'augmenter la performance si j'augmente le coût mais que le client en ait pour son argent, ou si je suis à ISO coût, arriver à avoir des services complémentaires quand je fais de la relocalisation. Ce que je propose peut-être, c'est faire une pause de 30 secondes et s'il y a des questions par chat sur la méthode ou les grands principes, et après je vous parle du baby cook. Je ne sais pas si ça vous va. Donc on se prend une minute et s'il y a des questions par chat ou vu qu'on n'est pas très très nombreux, on peut faire par micro, comme vous souhaitez. Si ce que j'ai raconté c'est à peu près clair, parce que là je vais aller dans l'exemple du baby cook qui est quelque part cet exemple-là. J'augmente les performances malgré une augmentation de coût très limitée pour aller produire en France. J'ai regardé le chat. Il y a des questions ou non, je continue? Pas de questions pour le moment, Pas donc de questions. n'hésitez Bon, bah, pas. je continue alors. Et ben, je continue, c'est-à-dire que c'est à peu près clair, j'espère. Voilà. Tout le monde est encore endormi. Donc, je vais vous raconter le Baby Cook en 10 minutes, enfin, même pas en 7-8 minutes pour qu'on garde du temps. Le Baby Cook, c'est les produits que vous voyez à gauche. Certains d'entre vous, vous en avez peut-être chez vous. C'est les anciennes versions qui étaient fabriquées en Chine, qui sont toujours fabriquées en Chine d'ailleurs, celles-là. On n'a pas réussi à les relocaliser pour l'instant. Euh, c'est à peu près 50 à 100 000 unités par an. Donc, vous voyez, ça a du simple au double, mais le marché dépend les volumes dépendent du marché, dépendent des mix produits, des stratégies de notre client. C'est un marché mondial. Donc, faut pas se dire, je relocalise juste parce que c'est pour livrer la France. Dans ce cas-là, il faut savoir qu'il y a un tiers des volumes pour les US, un tiers pour l'Europe, un tiers pour l'Asie. Donc, où que je sois dans le monde, dans tous les cas, j'ai deux tiers des volumes à envoyer à l'autre bout de la planète. C'est un client qui est un distributeur, BABA, ils conçoivent et ils distribuent. Et c'est un client, ça c'est important, qui n'est pas un industriel. C'est un distributeur dans l'âme. Il parle marketing, il parle vente, il parle réseau de distribution, il parle design, mais il ne parle pas industrie. Donc pour BABA, acheter un baby cook, c'est comme acheter un stylo, c'est comme acheter, alors c'est un petit peu plus complexe que ça, et puis ils y mettent un peu plus d'énergie, mais ils veulent pas s'occuper de l'intendance entre guillemets industrielle. Sur ce projet-là, on a travaillé, nous, dès le départ, pour dire, on va essayer de prendre celui qui était à gauche, qui est ce qu'on appelle le solo, le bas de gamme, et on va essayer de le produire en France. Donc, ce qu'on a fait, c'est on l'a démonté, on a regardé comment il était fait, on a fait du rétrochiffrage, on a étudié la chaîne de valeur des coûts, etc. Et puis, on a fait une proposition à BABA pour notre client, qui est ProdLab, en lui disant, bah, si on prenait votre baby cook actuel, sans le redesigner, on sait le produire à 2-3 € plus cher qu'en Chine. Première question. Par contre, vous avez une traçabilité sur les plastiques, vous avez, etc., etc. Si vous acceptez des petites modifications relativement mineures, vous verrez pas que sont surtout à l'intérieur, on peut quasiment être exoprix. Et si vous acceptez une démarche design to value, enfin, si vous vous lancez là-dedans, on s'engage à réduire fortement les coûts par rapport, alors fortement, c'est 5 à 10% dans ce domaine-là, hein, c'est pas divisé par deux, par rapport au prix de revient actuel, parce qu'il y a énormément de choses qui nous paraissent nous compliquées. C'est un produit de conception chinoise, c'est-à-dire beaucoup de vis, beaucoup de petites pièces plastiques simples. En mettant un peu de technologie, on pense qu'on peut améliorer. Beaucoup de câblerie, en mettant un peu de technologie, on peut améliorer, etc. Et puis de là, on les a convaincus à travailler sur le remplaçant de ce modèle-là, qui est un autre modèle, et puis de faire une nouvelle version qui est celle que vous voyez à droite, qui donc est celle qui est fabriquée en France. Alors comment on a fait ça? On raisonne en plusieurs phases. La première phase, c'est de faire ce que je disais avant, une analyse précise de la valeur par fonction. C'est-à-dire, je vais dire un baby cook, c'est un ensemble de plusieurs sous-ensembles fonctionnels.
et il y a un moteur qui va, voilà, il y a un couteau, il y a une génération de vapeur, il y a une IHM, c'est-à-dire une interface homme-machine, il y a etc. Et je vais dire c'est à peu près 10 composants ou 10 sous-fonctions majeures autour de mon BabyCook à qui je vais donner un prix, un coût actuel et un coût objectif. À côté de ça, on a dit, bah, on est dans le milieu de la petite enfance, il faut amener quelque chose en plus si je raisonne à ISOCOO, donc la performance. Donc, on va raisonner performance environnementale. On a travaillé avec EVA pour bah, prendre l'ensemble du cycle de vie du BabyCook et se dire, bah, je prends l'ancien modèle et j'essaie de faire mieux. Donc, je vais regarder, mais j'essaie de faire mieux sur l'ensemble des critères, pas juste sur un critère. Donc, je vais essayer de faire mieux sur le critère de la consommation électrique, sur la recyclabilité, sur l'usage des matériaux, sur etc., etc. Il y a des critères très précis pour ça. Et pour faire mieux, c'est-à-dire que je fais une photo de départ et je ferai une photo d'arrivée. Ensuite, on a mis en œuvre une démarche de design to cost et une démarche d'éco-conception en parallèle. Donc, nous, on a piloté la démarche de design to cost et EVL la démarche d'éco-conception. Et la démarche design to cost, c'est pas un web café sur ça, donc ça pourra faire l'objet d'un autre. Mais en deux mots, c'est de dire où est-ce que je mets l'argent et chaque fois je rajoute un euro, où est-ce que je le mets, chaque fois que j'enlève un euro, où est-ce que je l'enlève. Je caricature, mais c'est un peu ça. L'idée étant de s'assurer que je mets l'argent au bon endroit et là où c'est le plus efficace, avec une méthode en double entonnoir de divergence, convergence. C'est pas juste un brainstorming. Donc à la fin, il y a un plan d'action par grande fonction, très précis, sur comment je vais faire en sorte de remplir mes objectifs. Au final, ça donne des scénarios industriels, des scénarios de conception. Et ensuite, je passe à un schéma très classique, conception, industrialisation, production. Sauf que quand je rentre en conception, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais mettre l'argent, je sais pourquoi, je sais ce que je dois obtenir, aussi bien en termes économiques qu'en termes d'ACV. Au final, bah, ça donne un magnifique robot ménager qui a fait le 20 heures de TF1 et qui a une partie non négligeable de ses composants made in France. Pas tous, naturellement. Par contre, bah, on a fait en sorte que la chaîne de valeur respecte les contraintes du Made in France. Il est impossible aujourd'hui d'avoir un moteur Made in France à un prix correct. Concrètement, ça donne quoi au final? Ça donne que sur la photo de gauche, c'est 90 composants et 2 kilos. Sur la photo de droite, c'est 60 composants. Que au final, la consommation électrique pour le même cycle, c'est 50% de moins. Alors comment on a fait ça? C'est que on a mis un peu d'intelligence dans l'électronique, on a mis un moteur beaucoup plus performant, etc. Et on a travaillé sur une alimentation variable de la chaudière. Donc ça veut dire qu'on a rajouté de l'argent dans l'électronique mais très très peu par rapport à ce que ça amène en plus. On a réduit la consommation d'eau, c'est-à-dire pour un cycle, on consomme 2 fois moins d'eau, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur l'étanchéité de la vapeur, c'est pas non plus une cocotte minute, donc il faut laisser la vapeur s'échapper, mais moins qu'avant. On a travaillé sur la partie SAV, celui de gauche, pardon, si vous voulez le réparer, rien que pour le démonter, il faut à peu près une vingtaine de minutes, vu le nombre de vis qu'il y a enlevé, puis pour atteindre les composants qui pourraient tomber en panne, type un moteur si vous bloquez ou il y a un petit peu de surchauffe, etc. Celui de droite, c'est moins de 8 minutes. Et vous avez tout de suite accès aux composants clés parce que c'est assemblé, voilà. Et le temps d'assemblage, on est passé de plus de 25 minutes à moins de 8 minutes aujourd'hui chez nous, enfin chez ProdLab à La Roche, enfin, je veux dire chez nous en France. Donc voilà, donc à la fin, ça fait un produit qui, sorti d'usine, j'ai pas le droit de dire le prix naturellement. Si vous regardez sur le site internet le prix des deux, vous verrez qu'il y a 50 euros d'écart en TTC, avec la marge des distributeurs, avec la marge de BABA. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en prix sorti d'usine entre les deux, celui qui est à gauche en Chine et celui qui est à droite chez nous, on est dans l'euro près au même prix. Voilà. Donc 1 euro versus entre 150 euros en moyenne et 180 euros en prix public, je pense que ça ne change pas grand-chose par rapport à la valeur client. Les produits de vente, les volumes actuels, c'est à peu près 60 000 qui sont prévus pour cette année. Ça dépendra s'il y a un baby boom ou pas à la sortie de crise. Voilà. Chez qui c'est produit aujourd'hui, il y a un des aspects dont on n'a pas parlé. Dans la chaîne de valeur d'un produit comme ça, forcément, je ne peux pas vous la montrer, c'est confidentiel, mais il y a une partie non négligeable de coûts fixes. Donc il y a tous les coûts variables, tout ce qui est MOD, tout ce qui est composants, etc. Puis après, il y a la structure dans l'entreprise qui va le fabriquer. Et la structure qui fabrique ce produit-là, c'est ProdLab. Et ProdLab, aujourd'hui, c'est une PME vendéenne très agile, avec une structure limitée
et qui est dimensionné pour justement faire des produits de ce type-là. Actuellement, je peux pas montrer la photo, mais ça c'est la machine à café qui fabrique. Il y a une nouvelle machine à café en démarrage série qui vont produire à hauteur de 120 000 unités par an à partir du mois de juin. C'est pareil, c'est toute une démarche de relocalisation de machines à café. C'est des machines comme les machines Espresso qui, au final, seront faites en France en éco-conception et d'une façon beaucoup plus durable et au même prix. Donc, c'est ce qu'il faut pour réaliser un projet comme ça, c'est trouver le mix entre les bonnes méthodes avec la méthodo, mais l'agilité dans l'entreprise pour que les coûts fixes de bureaux d'études, de structures, etc., ne viennent pas compenser les gains qu'on peut faire par ailleurs. Voilà un petit peu ce que je peux vous raconter. Et en conclusion, si je veux faire une relocalisation réussie, c'est raisonner valeur, donc pas raisonner que coût. Je dis bien valeur, donc fonction performance divisée par coût. Mettre les bonnes méthodes qui vont bien, donc en fonction de ce dont j'ai besoin, faire soit du design to cost, soit du design to value. Je m'excuse, j'ai pas eu le temps de les définir en détail, mais il y a une petite différence. Soit faire de l'éco-conception, soit mêler les deux, et donc ça fait de l'éco-carré design to cost, soit énormément investir sur une démarche design revenant à l'usage, notamment quand je suis en nouveau produit. Et puis ensuite, être agile tout en étant rigoureux. Alors ça peut paraître un petit peu antinomique, mais ça ne l'est pas parce qu'on parle d'industrie. Dès qu'il y a du volume, faut être très rigoureux. Et puis, toujours la cohérence entre la stratégie d'entreprise, le besoin client et ce qu'on peut faire et ses capacités stratégiques. Voilà un petit peu rapidement. Je suis presque à l'heure, à 2 minutes près, mais comme j'ai pris une minute de pause au milieu, je suis presque à l'heure. Et je suis preneur de vos questions. Merci beaucoup, Sylvain. Très intéressant, très concret. En effet, hein, si vous avez des questions ou, comme je le disais en introduction, même des témoignages, peut-être que vous, déjà, vous faites un peu de Made in France ou vous travaillez sur ces sujets, ou vous vous demandez si vous pouvez relocaliser en partie votre production. Donc, n'hésitez pas, on a quelques minutes pour partager ensemble. Donc, Alors via moi, le chat, via le je micro. veux bien Allez-y. commencer. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Donc, je suis Sylvain Dagonet, CCI Vendée. Donc, je connais ProdLab pour les avoir rencontrés il n'y a pas très longtemps. Une question plus générale, est-ce que vous, Utisa, vous avez une augmentation des demandes d'industriels pour intervenir justement et essayer de relocaliser? Pas assez à notre goût, mais oui, il y a une tendance. Alors malheureusement, c'est souvent par la contrainte, je dirais, supply que ça arrive, ou alors c'est sur des nouveaux produits. C'est-à-dire, on part avec Fox Design, avec la méthode Design Carré to Cost dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, l'industriel ou le distributeur a un projet de produit, et dans ce cas-là, quitte à le faire, on démarre bien, et on le fait avec la démarche Design Carré to Cost. Mais est-ce que ça voudrait dire que l'effet Covid où on dit le Made in France revient un peu sur le devant de la scène et le plan de relance n'a pas forcément eu encore beaucoup de concrétisation chez vous? Un peu, mais enfin, quand je dis ça, c'est que Ça aurait pu être plus, quoi. je m'attendais à plus, pour être franc. Alors, je m'attendais à D'accord. Non, plus non, de mais crise et je je m'attendais à partage. plus. Je pense que les gens, ils vivent, ils acceptent les problèmes supply qu'ils ont et puis ils se disent, ouais, mais les matières augmentent partout, donc ça va pas changer grand-chose. Et la partie transport, qui est quand même très particulièrement pénible actuellement, ils se disent, ça va revenir à la normale. Et je pense Et qu'ils deuxième ont question un d'autres peu. priorités aussi. Une deuxième question, c'est quel est votre regard sur le label Origine France Garantie? Euh, J'ai vu que vous l'aviez mis au début de votre présentation. Alors c'est vrai que je trouve qu'on en parle assez peu malgré le plan de relance et autres, et pourtant c'est quand même le seul label officiel qui garantit une bonne partie du prix de revient sur le sol français. Ouais. Alors, pour tout vous dire, la machine à café, la nouvelle machine à café Baby pour Malongo que fait ProdLab, elle sera Origine France Garantie. Et c'est audité, etc. Ouais. Et en fait, Malongo, pour eux, c'est très important, dans le sens de prouver ça et d'être très cohérent et de l'afficher, vu toute la pub qu'ils font. BABA, beaucoup moins. Donc, et d'ailleurs, de mémoire, je suis pas sûr qu'ils soient Origine France Garantie labellisés Baby Cook. Faudrait que je leur demande, mais je suis pas sûr. Et dernière question, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. Est-ce que vous avez d'autres missions en cours sur des entreprises en Vendée? On a plusieurs missions en cours sur les entreprises en Vendée. De relocalisation, il y en a une. Après, c'est plus au nord de la Vendée en ce moment qu'on fait pas mal de missions de relocalisation.
D'accord. Mais comme je vous disais, pour des raisons supply. C'est-à-dire les gens s'aperçoivent que entre la flexibilité, les stocks énormes que ça leur demande, et après la problématique audit, qualité, ne pas pouvoir se déplacer chez les fournisseurs, s'assurer du suivi, etc., ils commencent à regarder. Et puis après, on est plus sur des produits par contre plus techniques, moins grand public que ça, donc beaucoup de pièces usinées, des choses comme ça, de la fonderie usinée. Et là, il faut beaucoup de technicité. C'est le couple, je dirais, produit-machine, typologie. Enfin, ça demande de l'expertise assez forte. Et c'est moins glamour que ça, on va dire. Par contre, on y croit beaucoup. Et je pense que ce type de produit va revenir, moi. Sauf que développer un baby cook, c'est 2 ans de travail. Développer une machine à café, c'est 1 an et demi de travail. Donc forcément, c'est maintenant que les gens commencent à lancer la machine. Et donc ça veut dire que c'est dans 2, 3 ans, je pense que ça va venir. Pour Ok, info, le merci. baby cook, les toutes premières discussions, c'était il y a plus de 2 ans. Enfin, ça fait 1 an et demi qu'il tourne en série, donc on a commencé il y a 4 ans. Et la machine à café que je vous montrais là, ici, celle-là, alors c'est pas celle-là, ça va être la remplaçante de celle-là, mais j'ai pas le droit de la montrer. Ça fait 1 an, depuis septembre 2019, qui travaille dessus. Donc, et on va être en démarrage chéri. Là, le client va être en démarrage chéri au mois de juin. Donc, vous voyez, ça sera presque 2 ans également. Alors, c'est sûr que ProdLab réalise aussi, ils ont déménagé, il faut qu'ils réimplantent des chaînes. Enfin, voilà, ils ont plein de projets en cours. Exactement, dont celui-là. Très bien, merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 2 minutes. C'est le moment. Bonjour, moi j'aurais une question qui serait de savoir, là, on a vu un exemple de relocalisation sur du petit électroménager destiné au grand public. Est-ce qu'on peut imaginer que la relocalisation est possible sur tout type de produits, sur des produits plus industriels, sur du gros électroménager, ou est-ce qu'il y a des limites à prendre en compte dans la relocalisation? Très bonne question. Pour moi, tout n'est pas relocalisable. Premièrement, si on imagine une raquette de tennis, je pense que ce sera très difficile de la produire en France, ou alors pas à des prix acceptables pour le grand public. Ensuite, il y a des technologies que l'on n'a pas forcément chez nous, sur lesquelles on n'est pas les meilleurs. Donc, c'est toujours cette cohérence de c'est quoi le besoin, enfin, chez qui j'achète, comment j'achète. Si j'achète un composant à très fort teneur en minerai, je prends de la fonderie manganèse, par exemple, je prends volontairement quelque chose de très technique. Peut-être que la Chine est le meilleur endroit, tout simplement parce que les mines de manganèse sont principalement là-bas. Donc, au lieu de faire 3 fois le tour du monde de manganèse pour être fondu, autant le faire là-bas. Donc il y a des produits qu'il n'est pas forcément pertinent de relocaliser parce qu'on n'a pas le savoir-faire ou pas la techno ou on n'est pas compétitif. Et puis c'est là où les pays se spécialisent un peu en fonction des technologies. L'électronique, il y a certaines cartes électroniques. Le lieu de production importe peu vu que c'est très robotisé, très automatisé. Il y a certains types de cartes électroniques, le lieu importe énormément. Donc c'est vraiment variable, ça dépend pour moi des technologies et des facteurs de coût. Dès qu'on va être sur un ensemble électroménager comme ça, petit électroménager, vous avez une VA qui est suffisamment forte, mais pas trop complexe. Il n'y a pas 12 heures d'assemblage, ce qui fait que le taux horaire, il n'y a pas trop de différence si on est malin en conception. Et le reste des technologies, hormis quelques composants type moteur, sont des technologies qui peuvent coûter à peu près le même prix partout si on est malin. Exemple, injection plastique, les choses comme ça. Donc c'est là où faut trouver le bon équilibre entre les technos, la chaîne de valeur et se dire quel levier j'ai par rapport à ça pour relocaliser, sur quoi je peux travailler. Donc si j'ai juste une pièce plastique toute simple injectée, j'ai envie de dire c'est la presse et la matière qui font le prix. Si par contre j'ai énormément de valeur ajoutée d'assemblage, c'est le taux horaire d'assemblage qui fera le différentiel de prix. Donc tout l'intérêt ici, c'est de trouver le mix entre les deux. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, très bien, très clair. Merci. Super. Peut-être une toute dernière question. Oui, bonjour. Jules, vous venez parler de plasturgie, hein, donc on tourne un petit peu autour de cela, hein, chez nous. Vous dites que la pièce plastique peut être fabriquée
enfin soit à l'extérieur ou soit revenir en France. Mais qu'est-ce qu'il en est des investissements qui servent à fabriquer ces pièces plastiques? Parce que sur un produit comme vous nous présentez, il y a quand même pas mal de pièces plastiques hein, qui sont des habillages et tout. C'est ce qui fait un petit peu le style du produit. Une pièce plastique, ça se fabrique avec un outillage. Et qu'est-ce que vous pensez de la réindustrialisation de tous les moyens de production qui servent à fabriquer ces pièces primaires, hein, si vous voulez, avant assemblage? Il y a des choses qui se font là-dessus? Vous avez des retours, vous avez des demandes ou des choses comme ça? Alors là, vous parlez à un ancien acheteur outillage plastique, donc c'est un domaine qui m'est cher. Euh, Moi, je pars du principe, autant l'outillage, il y a encore 10, 15 ans, les outillages plastiques, il y avait tellement de main-d'œuvre, d'ajustage, la part main-d'œuvre était non négligeable sur le coût total de l'outillage. De mon point de vue aujourd'hui, si on est malin également sur les outillages, il y a quelque chose à faire. Et je peux pas trop vous en parler, mais il se trouve qu'effectivement, on accompagne un constructeur européen de premier plan sur cette partie-là aujourd'hui, sur l'optimisation des coûts d'outillage. Alors, pas toujours que à travers des projets d'optimisation technique, mais moi, de mon point de vue, un outillage, c'est un tiers de matière, un tiers de temps d'usinage et c'est le dernier tiers étude, ajustage, mise au point. À partir du moment où on bosse bien en amont, alors généralement c'est des ratios qui varient, mais si on bosse très bien en amont, la localisation de l'outillage sur le coût de production, on peut être malin sans aller à l'autre bout du monde pour les faire. Donc pour moi, oui, ça doit venir. Est-ce qu'on travaille aujourd'hui dessus? Un petit peu, mais à l'échelle d'un constructeur automobile. On a failli travailler avec un Moody's de la région il n'y a pas très longtemps, pour tout vous dire, pour aller faire du design to value sur des outillages. Et il n'est pas impossible qu'on lance des chantiers comme ça bientôt. Et pour moi, c'est l'étape d'après, parce que en toute transparence, à ma connaissance, les moules du Baby Cook, les moules plastiques du Baby Cook, ont été faits en Portugal et en Asie en partie, quoi. Pas complètement, mais je crois qu'ils ont été faits là-bas. C'est le problème de beaucoup de produits électroménagers ou même dans l'automobile. Bon, vous l'avez compris, on est outilleur. C'est pour ça que je vous dis ça. Vous êtes chez qui? Pardon? Quel outilleur? En Vendée, nous sommes outilleurs sur Chaland. Enfin, je ne veux pas dire la société, enfin, où je peux le dire, hein, la société Cero. Donc, on achète une partie de nos productions sur l'Asie, hein, parce qu'aujourd'hui, le coût de l'investissement rentre pour beaucoup sur certains produits et nos clients nous disent de toute façon, si c'est pas. Il n'y a plus de coût pour l'investissement, c'est-à-dire que moins il est cher et mieux c'est. J'aimais bien votre petit schéma au tout début de la présentation où vous montrez l'iceberg. Le souci que l'on a aujourd'hui avec beaucoup de nos clients, c'est qu'ils n'intègrent pas le coût complet d'un produit. La partie qui les intéresse, c'est la partie prix, hein, c'est celle qui est au-dessus. En dessous, c'est un coût administratif. Donc, en fait, le gain, ce sont trois portefeuilles différents, en fait, hein, ou trois comptes différents dans une société. Vous avez en haut, c'est le coût des achats. Au milieu, c'est le coût administratif hein, de gestion de l'entreprise. Et la partie grise, c'est le coût de la fabrication dans les usines de production. Les achats, l'intérêt qu'ils ont, eux, c'est d'acheter le moins cher possible. Donc, ils ne regardent pas ce qui se passe derrière. Ils ont des objectifs. On a acheté l'année dernière le produit 100. L'année prochaine, il faut qu'on achète 80. Donc là, c'est clair, c'est net. La partie au milieu, c'est la partie de gestion de chez eux. Donc, elle est quasiment à coût constant. Donc, c'est quelque chose qui ne se voit pas trop. Par contre, derrière, vous avez un produit qui vient de Petroschnock, d'où vous voulez. Si on prod, ils ont des problèmes. C'est pas le problème des achats, c'est que la prod, elle est mauvaise. Et puis, c'est à eux de faire leur boulot. Et le souci, c'est que autant les achats se trouvent dans les holdings qui sont dans les pays occidentaux, hein, en France, dans le groupe Benelux ou en Allemagne ou ailleurs. Et les usines de production se trouvent en France ou là où partout dans le monde où ça coûte le moins cher. Et malheureusement, quand une entreprise en France n'est plus viable parce que la production n'arrive pas à suivre, parce qu'elle n'a pas forcément les meilleurs outils, eh bien, on délocalise pour aller trouver ailleurs de la main-d'œuvre moins chère pour pouvoir de toute façon réussir le chiffre d'affaires et les résultats que l'on a besoin ou que l'on a envie d'avoir au niveau de l'entreprise. Et votre petit schéma de droite, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui
dans beaucoup d'entreprises. On s'est pris une claque en 2020 parce que le Covid nous a embêtés. Il faut refaire les prévisions, il faut les provisions, il faut refaire les comptes, il faut refaire les résultats. Donc aujourd'hui, ben, c'est le sauve qui peut, et puis avec de la demande de fabriquer des outillages au moins cher et toujours moins cher. Bon, je ne veux pas dire, je ne veux pas me plaindre. Non, mais c'est On a intéressant bien ce que vous dites. travaillé, on a du boulot, bon, ça va, on s'en sort pas mal, mais j'ai beaucoup de mes confrères qui sont dans un état déplorable. Et si on n'y fait pas attention, dans les 2, 3, 5 ans qui viennent, on aura du mal à fabriquer des outillages en France. Mais c'est intéressant parce que justement, c'est toute l'équation entre pour que le projet soit viable. Si je prends cet exemple-là, faut être très vigilant sur les coûts d'invest, et les coûts d'invest ne sont qu'un moyen pour lancer la prod pendant 5 à 7 ans, voire 10 ans sur des produits de ce type-là derrière. Donc, si vous amortissez des coûts d'investissement sur 10 ans de production à 100 000 unités par an, enfin, c'est pas 1 euro de plus ou de moins sur l'outillage qui va changer grand-chose. Et d'un autre côté, il y a quand même un gros train d'outillage à lancer, puisque même si on a diminué par, euh, par quasiment 2 le nombre de composants, enfin un gros tiers, il n'en reste pas moins que c'est des pièces plus complexes, donc des outillages plus chers. Et une fois qu'on est parti avec des montants d'outillage relativement élevés, ça veut dire aussi que derrière, il faut être sûr de les amortir. Donc c'est tout ce cash à sortir. Et les clients sont extrêmement sensibles aux investissements, parce qu'il y a toujours un risque volume et donc un risque de retour sur investissement. Si je prends un autre exemple pour revenir sur ProdLab 30 secondes, euh, encore une fois, je ne peux pas vous montrer la photo, donc je montre la photo de l'ancienne machine qui sera bientôt obsolète. La nouvelle machine, développer une machine à café, je vais donner une enveloppe pour que ça reste confirmé, c'est entre 1 million et 2 millions d'euros de coûts d'investissement. Et dedans, la partie CAPEX, c'est-à-dire outillage et ligne d'assemblage, est assez significative. Donc, ça veut dire que même si je vais en produire 100 000 unités par an pendant 7-8 ans, allez, 100 000 euros de plus ou de moins sur les investissements, c'est entre 10 centimes. Et si j'amortis sur 5 ans, c'est entre 10, 15, 20 centimes sur les machines. Et on est sur des prix où on est au centime, voire au dixième de centime près. Donc, c'est pour ça que le tout, c'est de trouver le compromis. Et c'est pas toujours évident, et je suis d'accord avec vous, très souvent, il peut être tentant pour un acheteur d'aller optimiser les coûts d'outillage, notamment sur des composants pas très techniques, quoi. Après, je pense que c'est là où il faut que les outilleurs très techniques se concentrent énormément sur les pièces à fort enjeu, soit en enjeu technique, soit en enjeu d'aspect. C'est une question d'équilibre, hein, toujours. Très bien, merci. On dépasse un petit peu, mais c'est pas, Ouais. c'est pas très grave, je dirais, parce que le sujet est vraiment intéressant, puis ça prouve, je pense. Par contre, si je peux me permettre, moi j'ai une Comment contrainte allez-y. à 9h15, il faudra qu'on coupe, parce qu'à 9h30, Ouais, non, mais on va couper. Il y avait juste une question dans le chat auquel on n'a pas répondu. Y a-t-il des régions privilégiées par ces relocalisations? en France, Hmm. Oui. Ouais. je sais pas, pour être franc, je sais pas. Je sais pas, je reviendrai, moi de mon point de vue, si on peut pas être bon partout, et si on veut relocaliser, faut relocaliser là, on est bon, genre, pardon, si vous connaissez l'histoire de ProdLab pour les Vendéens, à un moment, c'était S20 il y a quelques années, et ils faisaient l'électroménager. Donc, par exemple, l'électroménager en France, c'est juste pas possible. Parce que, il y a trop de complexité, il y a beaucoup trop de valeur ajoutée, il y a beaucoup trop de temps d'assemblage, d'invest à mettre en place, etc. Donc, c'est un marché tellement de masse et mondialisé que l'électroménager, ce qu'on appelle blanc, n'est pas faisable. Par contre, le petit électroménager, il y a de la place. Donc, je pense que euh, quelle que soit la région, c'est pas le sujet, c'est surtout quelle spécialité, quel savoir-faire et dans quel écosystème je suis. ProdLab, c'est un petit peu présomptueux ce que je vais dire, mais ProdLab n'est pas autonome s'il n'a pas autour de lui un écosystème avec des fournisseurs qui sont capables de lui amener une certaine agilité, une certaine solidarité ou des compétences que ProdLab ne peut pas avoir. Parce que si ProdLab voulait avoir ces compétences-là en interne ou une base de fournisseurs, ceci, cela, ils auraient trop de coûts fixes. Donc, je pense qu'après, chaque région a son écosystème, chaque région a ses savoir-faire technologiques. Et moi, je me suis toujours beaucoup inspiré, pour tout vous dire, de l'Italie,
Alors ça peut paraître bizarre parce que l'Italie a l'image chez nous d'un pays qui va pas très bien. Bah, je peux dire que dans certaines technologies, ils vont très très bien parce qu'ils ont des clusters justement. Ou en Allemagne, c'est pareil, il y a des clusters technologiques où il y a un ensemble d'acteurs de l'écosystème qui sont présents. Donc pour moi, c'est en fonction des régions, bah, il peut y avoir des écosystèmes un peu différents, un peu spécialisés, avec des régions qui sont plus ou moins sensibles à différents domaines. Mais au niveau économique, après, c'est qu'une question de chaîne de valeur, encore une fois. Hein. De toute façon, ce qui fait la valeur d'un produit, c'est l'ensemble des coûts entre ce qu'on appelle les CAPEX et les OPEX. Et puis, bah, c'est où est-ce que les coûts sont les mêmes partout et donc il faut se différencier sur autre chose que les coûts. Et où est-ce que les coûts, il y a un différentiel et bah, comment je viens utiliser ce différentiel à mon avantage dans un chantier de relocalisation. Excusez-moi. Je reçois un message. Ah, pardon, allez-y, allez-y. Excusez-moi, en fait, du coup, je rebondis, donc c'était ma question, en fait, cette régionalisation. En fait, ça veut dire que il n'y a pas forcément de création d'emplois, en fait. Ce sont des entreprises qui sont déjà en place et enfin, qui augmentent leur activité. Donc peut-être qu'il y a de la création, mais il n'y a pas forcément de création d'entreprise derrière toutes ces relocalisations. Bah, ça dépend. Enfin, là, on parle d'une société où effectivement, derrière le Baby Cook, ça fait un équivalent. J'ai pas le calcul exact, mais je dirais une douzaine, une quinzaine d'emplois pour les 5 prochaines années. Ils sont en train de développer une machine à café qui va générer une quinzaine d'emplois également. L'armoire qui est à gauche, ça fait 5, 6 emplois également. Maintenant, si vous êtes une start-up, si vous êtes une nouvelle société et que vous avez un nouveau produit, ça va créer des emplois, voire des sociétés. D'accord. Une Là, autre question. Excusez-moi, je vais vite parce que je sais que vous avez plus que 3 minutes. Je rebondis sur ce que le monsieur de Chaland disait tout à l'heure. En fait, il n'y a pas d'aide à ce qu'une entreprise se relocalise et du coup, est-ce que à l'inverse, vous pouvez faire des études, enfin, développer des projets pour que justement les entreprises ne se délocalisent pas, mais négativement, c'est-à-dire partent à l'étranger. Là, j'entends cet outilleur. Avant qu'il ne s'en aille, est-ce que vous n'intervenez pas aussi sur ce genre de projet, c'est-à-dire, attendez, on va revoir vos coûts, enfin votre valeur, et pour vous éviter de partir, quoi. C'est très fréquent, mais c'est pas sous cette forme-là. C'est-à-dire que très souvent, on intervient dans les sociétés pour aller faire un point sur où est-ce que vous avez mal, où est-ce que vous pourriez gagner de l'argent, etc. Et naturellement, là où ils pensaient à un levier délocalisation, on, on arrive avec d'autres propositions que de la délocalisation. Très souvent, les gens, ils perdent énormément d'argent sans s'en rendre compte, pour une raison très simple. C'est le camembert, pardon, hop. C'est le camembert de droite, il est extrêmement mal géré. Donc ils pensent que la seule levier qu'ils ont, c'est le chéquier et en passant par des fournisseurs en se disant bah, plus c'est loin, plus c'est cher. Mais c'est faux. Et très souvent, ils sont très mauvais, enfin très mauvais. Il y a beaucoup de choses à faire sur le comment, donc l'organisation, les process, la façon d'acheter. Et puis très très souvent, dès qu'on travaille le haut, on va vite trouver 5 à 10 points. Donc leur premier message, c'est de dire eh, venez m'aider à acheter moins cher au sens large, mais c'est pas venez m'aider à ne pas quitter mes fournisseurs français ou c'est plutôt ça. Et puis bah, la réponse, ça va être de travailler sur ces quatre-là. Et souvent, le chéquier, si on le change, c'est parce que le parc machine n'était pas le bon, mais pas parce que le fournisseur n'était pas le bon ou trop proche ou français, quoi. Donc, vous voyez, enfin, la démarche n'est pas celle-là en général. Ok. Et pas d'aide pour ces entreprises qui justement se relocalisent en France? On a quelques clients qui arrivent à choper des aides, mais plus autour de dispositifs court terme liés au Covid. Donc après, il y a des cabinets spécialisés. Nous, c'est pas notre part, mais des fois, certains de nos clients, effectivement, arrivent à dégager des budgets un peu exceptionnels liés au Covid. Ok. Et juste une dernière question, votre mission, elle n'est pas de prospecter pour aller chercher ce genre d'entreprise. Enfin, les entreprises viennent à vous. Il n'y a pas enfin, sans service, vous n'allez pas chercher les entreprises pour les ramener en France. On va pas, je comprends pas votre Bah, question. en fait, ce sont les entreprises qui viennent vous chercher pour recalculer leur valeur, entre guillemets, enfin, pour avoir leur nouvelle valeur, plus que vous d'aller chercher. Enfin, vous n'êtes pas missionné pour aller délocaliser une entreprise qui est à l'étranger pour la ramener en France. C'est ça que Non, 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 c'est pas de non, prospection, entre guillemets, quoi. non, 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 pas encore, mais je suis preneur. Parce que ça fait partie de nous, enfin, une des raisons d'être de TISA, c'est ça, c'est que moi, enfin, je fais très court, mais j'en avais marre d'entendre des gens qui disaient, bah, plus c'est loin, moins c'est cher, mieux c'est. Et on peut très bien faire du très compétitif, relativement proche. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut pas raisonner coût, faut raisonner valeur.
Enfin, je Très bien, reviens au merci. premier slide qui est ça. Donc, mais non, aujourd'hui, par contre, si des organismes veulent nous mandater pour ça, moi, j'ai pas de souci. Ça marche. C'était très, très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci. Merci, on va devoir s'arrêter là. On fera Ouais. peut-être une V2, hein, vu l'intérêt pour le sujet. En tout cas, merci beaucoup Sylvain pour ce Je vous en prie, témoignage et merci de ces votre attention. explications. Et puis, Merci à n'hésitez pas, tous. s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai pas mis mon mail, pardon, excusez-moi, mais c'est sylvain.fort@utisa.fr. Donc, n'hésitez pas. Sylvain.fort@utisa.fr, voilà. J'en profite pour toutes les personnes là, qui sont connectées. On organise le 22 avril le forum Open Innovation, qui est sur une thématique qui va sûrement vous intéresser puisqu'il s'agit de l'industrie éco-responsable. Donc c'est quand même un petit peu lié à ce qu'on vient d'évoquer. Donc on recherche encore des pitchers, que ce soit pour des besoins ou des solutions technologiques, puisque ça sera une matinée de pitch. Et il est aussi possible, bien sûr, de s'inscrire pour découvrir ces pitchs et s'inspirer. Donc voilà, c'est forum-open-innovation.fr. Si vous allez sur le site EMC2, vous verrez le lien. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ce bel événement. Merci encore Sylvain et merci à tous pour ce moment passé Merci ensemble. et bonne journée à tous. Au revoir.